Merci pour votre fidélité à l'écoute de Radio Djena et de ses programmes. Nous sommes à l'heure de Djena Sport de tous les mercredis. On parle de l'apothéose ce week-end de la D1 nationale de football avec cette grosse interrogation liée aux guerriers de Tchaoudjo. C'est Massi en deuxième division la saison prochaine. Quelles autres déceptions de la saison? Question à nos invités. On parlera du championnat également, mais au féminin. Quelle stratégie pour une régularité au niveau des championnats féminins au Togo? L'autre interrogation dans cette émission, un staff local pour les éperviers. Quelle opportunité, sinon la bonne option? Ça fait beaucoup d'interrogations dans cette émission qui invite, comme souvent, des confrères ici en studio. Franco Roccotti, vous êtes de Africa Top Sport, vous êtes le directeur général. Bonjour. Latif, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont autour de ce plateau et également à tous ceux qui sont à l'écoute de Radio Djena. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également en studio, Edem Atipoué de l'édito.com. Edem, bonjour. .tg. Voilà, .tg. D'accord. Le domaine a été changé. Ah ouais, merci. .tg. Bonjour Latif. Oui. Bonjour à tous les branchés de Radio Djena. Et Hermès Faye, il va bien? Il va très bien. C'est votre ami, hein? Ah ouais. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le Togo, lui se cherche un sélectionneur. On en parle dans quelques instants. On parle d'abord de l'Euro 2024, Franco Roccotti. Je sais que vous traitez l'actualité également. L'Euro avec l'Italie et la Belgique déjà out. Mais à contrario, les autres cadres sont bien présents. Ben, je crois que ça a été serré également pour certaines sélections qui étaient parties comme des favorites. À l'instar de la France, vous savez, la France, c'était pratiquement une chance entre griffes. La France qui marque dans le Money Time. Voilà, donc ils ont éliminé justement la Belgique. Il y a également d'autres formations comme le Portugal, hein, qui a souffert, par un trou de souris, qui a souffert. Il y a également d'autres formations. Cela veut dire que c'est une compétition qui est très très serrée. On a constaté le nivellement des valeurs, des sélections et tout ça. Le football qu'on pratique au niveau de la Slovénie, par exemple, qu'on ne considère pas comme justement nation de football. Et l'Autriche également. L'Autriche et tout ça, on a constaté qu'il y a de la qualité, il y a des joueurs qui ont eu envie donc de représenter leur pays, surtout parce qu'on a vu justement comment ces joueurs se sont comportés devant les adversaires et tout ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que si l'Italie n'est plus là, si la Belgique n'est plus là, je crois que on ne peut pas parler de surprise dans la mesure où pratiquement toutes les équipes se valent par rapport donc à cette compétition. Et il y va également dans les autres continents, dans les autres compétitions continentales et tout ça. Pratiquement, on constate que les équipes travaillent, tout le monde travaille pour atteindre justement un niveau. Voilà. Et quand on parle de sélection, c'est la patrie qui est en jeu et tout le monde est prêt pour, on dirait, mourir pour sa patrie. Oui, déjà avec cet Euro 2024, on a senti que le mythe n'a pas été brisé parce qu'à chaque fois qu'une sélection remporte le tournoi, elle ne dépasse pas l'étape des huitièmes de finale. L'exemple avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal également. L'Italie qui sort dès les huitièmes de finale. Ça dénote également de la qualité des petites écuries. Quand on prend l'Albanie par exemple dans le groupe B avec l'Espagne, on a senti que c'est une sélection qui a joué au trouble fête. Qui a failli battre l'Italie. Exactement. Et je pense que l'Italie a laissé beaucoup de plumes dans cette rencontre. Ils ont manqué de fraîcheur après les étapes de groupe. Et c'est la preuve aujourd'hui que le football, dans son entendement scientifique, aujourd'hui est devenu une science, tout simplement. Ça s'étudie et c'est l'Europe qui représente plus ce football. Je n'enlève en rien la qualité du football américain à travers la Copa América, mais en Europe, on sent plus la tactique, on sent plus l'intelligence, on sent plus la fluidité. Et je pense que oui,
si l'Italie n'est plus de cette partie, c'est parce qu'il y a des équipes qui ont travaillé et qui continuent pas à le faire. On a vu la Belgique, l'Italie out, mais déjà les quarts de finale proposent gros. Déjà vendredi, on parle d'ailleurs même des finales avant l'heure, lorsque le pays hôte, l'Allemagne, jouera contre, par exemple, cette équipe espagnole. Oui. Et quand on aura France également, Portugal, c'est déjà des affiches qui pouvaient être des finales. Oui, souvent on a déjà ces genres d'affiches, surtout en France-Portugal, France-Belgique, France-Portugal, ce sont des affiches traditionnelles et généralement on connaît le vainqueur, c'est toujours la France qui passe souvent. Donc cette fois-ci, ça sera très compliqué parce que les Portugais ont compris qu'ils devaient jouer donc pour Cristiano Ronaldo. La dernière fois, vous avez vu le gardien, comment il s'est... Diogo Costa. Vous avez vu ses comportements dans les buts et tout ça. Donc, il a d'abord empêché la balle de match de la Slovénie dans les tout derniers instants. Et aussi, il a tout fait pour arrêter trois pénaltys, 3 tirs au but. Il nous rappelle Williams. Permettant justement donc, à cette formation portugaise donc de passer au tour suivant. Je crois que ça sera encore un match qui sera pour moi disputé entre les deux formations. Vous savez, du côté également de la France, on ne voit pas jusque-là celui qu'on attendait, Mbappé. Il est masqué. Il est masqué. on ne le voit pas, mais quand même, je peux dire que c'est une bonne nouvelle pour la France dans la mesure où celui sur qui on comptait, on ne le voit pas. Il y a d'autres maintenant qui émergent, à l'exemple de Kolo Muani et tout ça. Donc cela veut dire que ces joueurs-là sont en forme. Maintenant, lorsque Mbappé va retrouver son niveau, il va jouer jusqu'à la fin masqué. Et donc ses performances seront masquées. Oui, vous remarquerez justement Mbappé en forme. Également les autres joueurs qui sont en forme, je crois que ça va former une très bonne mayonnaise du côté donc de cette formation de France. Griezmann en demi-teinte, ce n'est pas un grand Thuram. La France bégaye, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, on va parler aussi de cette grosse affiche qui attend, en tout cas, cette équipe de la Mannschaft nationale qui jouera contre l'Espagne. Oui, la Roura contre la Mannschaft, je pense que c'est l'une des grosses affiches de cette Euro, une finale avant l'heure, toujours. Et moi, ce qui est très intéressant, c'est l'opposition du style. On a une formation allemande qui est plus dans la grinta, qui frappe beaucoup au but, face à cette formation espagnole qui préfère garder la balle, procéder par des petites passes, aller vers des transitions directes. Ça va être une opposition du style, à la différence que l'Allemagne aura l'avantage du domicile, parce qu'ils sont chez eux. Autre fait plutôt marquant, c'est la confrontation de ces deux nations. C'est un peu serré, parce que lors de la dernière confrontation, c'était lors de la Coupe du Monde 2022, dans le groupe E, lors de la deuxième journée, où ils se sont séparés sur un score de 1 but partout. Et il faut reconnaître que sur les 19 dernières rencontres entre l'Espagne et l'Allemagne, c'est 7 victoires pour l'Espagne, 5 pour l'Allemagne et 7 matchs nuls. Ça veut dire que c'est serré entre ces deux nations. Sauf que l'Espagne est devant. L'Espagne est devant. L'Espagne est bien devant parce que sur les 8 dernières années, le football que pratique l'Espagne a beaucoup eu de fulgurance. L'Allemagne qui était en dedans parce que après avoir perdu Schweinsteiger, Klose, Ballack, cette Mannschaft-là un peu tanguée n'a pas su se régénérer. Exactement. Aujourd'hui, on a des Moussiala qui redonnent le blason de cette formation allemande. Je pense que oui, ça va être très serré. L'opposition de style. Et en tant qu'Espagnol, je pense qu'on va passer. L'Euro, oui, ça se joue en Europe, sauf que voilà, le Togo est bien présent, si on peut le dire ainsi, à travers la chaîne panafricaine qui est basée bien sûr au Togo, à travers des commentateurs, à travers des spécialistes, des joueurs même d'origine togolaise qui évoluent là-bas. Ça intéresse beaucoup plus le Togo, cet Euro. Franco Rokoti. Oui, et avec justement la chaîne New World. Je crois que depuis un certain temps, cette chaîne arrive donc à ravir la vedette, justement à Canal+, qu'on a habituellement. Donc cette fois-ci, c'est le cas aussi. Heureusement également, puisque
puisque c'est une chaîne togolaise, forcément il doit y avoir des journalistes togolais qui seront donc sur la compétition. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que les deux Togolais font de très bon travail. Franchement, c'est impeccable, c'est exceptionnel parce qu'ils représentent justement la coopération. Quand je parle de Henri Akodo, qui était passé également chez nous, parce qu'il était chez nous en temps avant de partir, Africa Top Sport. Donc cela veut dire que quelque part, ils ont eu le b.a.-ba justement donc de cette formation. Donc on l'a formé, on l'a mis donc à un bon niveau. Je crois également que Sénat également de l'autre côté fait également un très bon travail. Aujourd'hui, on ne peut que être fier justement de ces deux valeurs togolaises. Mais au-delà, il y a également notre doyen qui également se trouve là, donc qui représente Tony Dalmeida, qui représente aussi la coopération. C'est le lieu de dire que pour des compétitions comme ça, il va falloir que les Togolais arrivent justement à couvrir ces genres de compétitions, arrivent donc sur ces compétitions, se font valoir justement dans cette compétition pour justement montrer l'image de cette coopération donc dans des grandes compétitions. Vous savez, l'Euro c'est une très grande compétition, Copa América c'est une grande compétition, la CAN oui, à un niveau donné également. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut dire que pour les prochaines compétitions, il va falloir que le nombre s'agrandisse au niveau donc des Togolais qui vont arriver sur ces genres de compétitions. Emmanuel Adebayor également est présent, Cody Gakpo présent, ça fait que le Togo, les Togolais supportent beaucoup plus les Pays-Bas. Oui, d'une part on peut dire que oui, les Togolais sont plus orange parce que l'origine y est. Et je pense aujourd'hui qu'on ne doit pas être surpris quand on voit certains Togolais à ce niveau. Ça veut dire qu'il y a aussi de la qualité au pays. Et on l'a vu lors de la dernière CAN. On s'est dit que oui, les Togolais aussi peuvent jouer le rôle de commentateurs, d'analystes, de spécialistes, de consultants. Et sur cet Euro, je ne suis pas surpris de voir Sénat, Tikou et Henri Akodo parce que déjà au pays, ils dénotent vraiment de cette qualité dans l'analyse, dans le commentaire. Il y a également Tengue Tchevi. Oui, Tengue également. Et ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un travail de base qui se fait ici. Et moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est que Niwod arrive à relever le défi. Quoi qu'on dise, aucune œuvre n'est parfaite, mais il faut reconnaître qu'ils ont relevé le défi. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de la façon dont il faut avoir des droits télé, mais au niveau de la technique aussi, un travail qui est fait. Je pense que ils ont beaucoup de compétitions à couvrir également, et vivement qu'on ait d'autres Togolais aussi qui seront cooptés à part les deux ou les trois. Voilà ce qu'on dira, puisque vous esquivez. Emmanuel Adebayor est également bien là, à l'Euro 2024. Toujours à l'écoute de Radio Djena. On va évoquer maintenant l'actualité proprement togolaise. Alors, on parle des championnats, on parle d'abord des féminins. Quelle stratégie pour vous pour avoir la régularité? Parce qu'on voit le championnat féminin du Togo, beaucoup s'amusent même à parler des galas, parce que voilà, ça ne s'organise pas comme il faut, le chronogramme n'est jamais respecté, il se dit au niveau de la fédération que c'est les clubs qui ne sont pas prêts. Doit-on aller au rythme de la fédération ou au rythme des clubs? Que doit-on faire? Quelle stratégie, Franck Orokoti? Je crois qu'il va falloir comprendre deux, trois choses. Comprendre que le football féminin actuellement est beaucoup plus développé et que la FIFA même met un accent particulier par rapport donc au football féminin. Donc c'est pour cela que la FIFA envoie une rubrique au niveau donc de chaque fédération pour essayer donc de développer le football féminin dans tous les pays. Il va falloir également comprendre que les pays sont déjà en avance par rapport à ce qu'ils font déjà au sein donc de leur fédération. Et aujourd'hui, au niveau de la fédération, il faut pas traîner. Il faut pas traîner. Ça dépend du programme mis en place. D'abord de cette commission qui est chargée donc du football féminin, du programme mis en place, parce qu'on sait que
la convention ou bien la subvention de la FIFA va arriver en ce moment. On sait qu'en ce moment, on aura de l'argent. On sait également les équipes qui seront représentées donc au niveau de la D1. Donc, on connaît tout ça. Normalement, on doit mettre le ballon sur le terrain. Ce n'est pas possible que chaque fois, on nous dit que c'est reporté, c'est reporté. Pourquoi? Les clubs sont là, les clubs attendent. Et la fédération également explique. Non, les clubs attendent parce que moi, je suis très proche de ces clubs féminins ces derniers temps. Donc, hier encore... Ils sont prêts? Ils sont prêts. Ils sont prêts, ces clubs-là. Moi, je dis qu'il ne faut pas chaque fois reporter. D'abord, on a connu un premier report. On disait que c'est à cause des examens. Bon, les examens étaient passés. Depuis, ça fait déjà 2-3 semaines. Bon, le bac, c'est 2 semaines. Oui, 2 semaines, c'est ce que je viens de dire. Normalement, on sait qu'à cette date, l'examen du bac prendra fin. Normalement, 1 semaine après, on doit relancer les choses. On connaît les dates. Donc, il faut programmer tout et essayer donc de relancer les machines. C'est très important. Donc, aujourd'hui, si on reporte, la dernière fois, on a reporté, on a dit c'était le 29 juin et après, ils ont dit le 20 juillet. Mais je crois que pour cette fois-ci, il n'y a pas lieu de reporter. Pour vous, c'est un report de trop? De trop. Parce que déjà, on a déjà reporté à cause des bacs, à cause des examens plutôt, et après, on reporte. Le dernier report est expliqué par le fait que les clubs ne soient pas encore prêts. Et il y a même une sommation, c'est le dernier paragraphe. Aucune dérogation ne sera plus donnée aux retardataires. Et les Matikoui. Si la fédération pense que les clubs ne sont pas encore prêts, les clubs féminins bien sûr ne sont pas prêts, sûrement qu'il y a une raison. Ils ne peuvent pas faire cette sortie peut-être aussi hasardeuse. Mais la question est de savoir si la fédération n'est pas complice du fait que ces clubs ne soient pas prêts. C'est-à-dire que dans quelles conditions on met les clubs, quels sont les critères sur lesquels les clubs se basent par rapport au règlement de la fédération pour pouvoir organiser le championnat. C'est parce qu'à un moment donné, les clubs se sont habitués à des organisations à la sauvette, à des organisations de dernière minute, donc les clubs dorment. Donc si à chaque fois la DTN, la fédération, à chaque fin de championnat, arrive à faire peut-être des formations, arrive à rappeler le chronogramme, c'est normal que les clubs soient prêts. Mais si le chronogramme est envoyé en début de saison à tous les clubs. Mais c'est avec des reports, c'est compliqué que les clubs s'organisent. Surtout que les filles sont les parents pauvres aujourd'hui du football togolais. Pourquoi le championnat togolais masculin n'a pas été reporté? Parce qu'il y a le probatoire, parce qu'il y a le bac, parce qu'il y a également des footballeurs qui sont en période d'examen. Pourquoi la Diol Lonato, la D2 n'ont pas été reportés ou suspendus? Ça veut dire qu'il y a une certaine discrimination, il faut le dire. Le football à la fédération ou au club? La majeure partie de la responsabilité, je ne veux pas parler de faute, mais je vais parler de responsabilité, c'est au niveau de la fédération. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si ce football est discriminé, le football féminin est discriminé. On se dit à la fin, on va essayer d'organiser un mini tournoi à l'international, on fera le rapport et on aura les prochaines les fonds. Il y aura les fonds. Les prochains chèques. Exactement. Je pense que c'est une mauvaise stratégie et le football féminin est un parent pour moi. Ça me fait mal de voir des joueurs, parce que ce sont des filles. Si on ne les moule pas dans une certaine hygiène sportive, c'est compliqué. Il a sorti le mot, il dit c'est une mauvaise stratégie. Alors, vous proposez quelle nouvelle stratégie pour éviter justement ces situations de tel va à l'école, parce qu'il se dit que les hommes aussi vont à l'école. Mais pourquoi on joue au moment où l'école se poursuit et qu'il faut attendre peut-être les vacances pour les filles? C'est là où il parle de discrimination. On ne peut pas comprendre que pour une telle compétition qu'on reporte, qu'on dise que effectivement que les gens vont passer les examens et tout ça. Mais l'autre réalité, c'est que les filles vont à l'école. Les garçons également sont des élèves, sont des étudiants. On se dit qu'avec les filles, c'est beaucoup plus au bas âge qu'on joue. Il faut comprendre une chose. La FIFA a son programme. La CAF aussi a son programme. Pour la CAF, les préliminaires de la Ligue des Champions au niveau des clubs féminins, c'est en août. Donc, ils ne vont pas basculer ça. Donc, si on ne met pas les clubs
qui sont qualifiées au niveau du Togo. Est-ce que la CAF aussi n'a pas choisi les vacances pour ça? Non, écoutez, non, mais c'est juste une programmation, question. C'est toute une programmation. Donc, c'est en août. Donc là, si on ne met pas les clubs là en jambes, ça sera compliqué pour l'image du football féminin au Togo. Donc, d'abord, on a entendu que l'ASCO également va jouer les préliminaires, étant vice-championne donc du Togo. Donc cela veut dire que c'est l'ASCO féminine. L'ASCO féminine. Donc c'est la nouveauté. Oui, c'est la nouveauté. Parce qu'avant c'est seulement les premiers. Donc là, cela veut dire que c'est 2 clubs qui vont représenter donc le Togo. Donc il faut les mettre en jambes. En faisant quoi? Organiser les championnats, aller sur 2-3 journées permettant justement à ces filles-là d'être en jambes avant donc d'aborder justement le tournoi zonal. Et donc c'est ce que vous proposez comme stratégie. Et cette année, elle est consommée, hein, il faut avoir le courage de le dire. Pour la saison nouvelle, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un championnat propre et désormais avoir des championnats réguliers? Heureusement que tu n'as pas sorti le terme championnat professionnel. Non. Tu as préféré dire championnat propre. Peut-être que oui, c'est un début de solution parce que lorsqu'on bascule dans la professionnalisation, les clubs féminins ne sont plus isolés, ne sont plus, entre guillemets, des entités indépendantes. C'est des entités incorporées directement au club masculin. Peut-être ça peut résoudre le problème. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce qu'encore que chez les hommes, le championnat n'est pas professionnalisé et on ne peut pas parler de championnat professionnel. On voit de professionnalisation. Voilà. Donc chez les filles, je pense qu'il faut leur offrir un packaging version homme, pas forcément un packaging version féminin. Parce que déjà, la version féminine déjà est faussée. Et il faut partir sur un format de championnat classique. Il faut partir sur cette base-là. C'est-à-dire que les filles doivent jouer comme les hommes. Les filles doivent jouer comme les hommes. D'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui est dans une promotion de la femme. Mais il faut étendre cette promotion à tous les niveaux, à tous les secteurs d'activité, dont le sport, le football notamment. Il faut organiser le championnat simplement. Pensez-vous, Edem Atipoué, que les filles qui jouent souvent, la précision c'est que les filles, c'est beaucoup plus au bas âge que ça joue, mais les hommes à 30 ans, 35 ans continuent de jouer. La fille, déjà à 25 ans, 30 ans, n'est plus apte à jouer. Il se dit que c'est les filles au bas âge, et donc des collégiennes, des lycéennes. Peut-être c'est ce qui fausse les choses. C'est ce qui complique la situation à la fédération. Bon, je ne sais pas si tu as les preuves. C'est juste des hypothèses. Des hypothèses, voilà. Mais je pense que ce sont des prétextes. Je pense qu'on peut aller au-delà de ces prétextes. C'est des prétextes. On essaie de justifier la façon dont on organise le championnat. Oui, à un certain âge, les filles prennent du poids ou on sait que la vie au Togo par rapport aux filles, ce n'est pas trop ça. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas moulées dans un système sportif. On a du talent. Mais prenons l'exemple tout simple. Prenons une fille de 12, 13, 14 ans. Ça fait le collège, 12 oui. ans. Ça fait 6e, 5e, 4e. La FTA peut faire des partenariats avec des centres de formation, organiser des tournois de centres de formation. D'abord, en préparant les filles au championnat national. Et après ça, on peut faire des détections, ça, c'est un faire la sélection. Sujet, hein? Championnat, voilà, des jeunes, des centres de formation, c'est un autre gros sujet. Oui, puisque il ne faut pas attendre l'âge adulte, comme on le dit pour les filles, il faut les mouler vers ce système de championnat ou de tournoi, de centre de formation. Et après, pour les mettre en jambes, avant le championnat. Mais il faut quand même aller vers un championnat classique pour les filles. Je pense que le talent ne manque pas. Voilà ce qu'on pourra dire. Oui, Franck, pour un sujet. Les filles, là, n'ont pas l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, non. Il y a des filles qui ont 26 ans, des filles qui ont 25 ans. Même celles qui sont parties récemment, elles ont pratiquement 30 ans. Il y a des étudiantes parmi elles, mais je dis qu'il y a beaucoup de lycéennes et de collégiennes aussi. Mais pour dire qu'il y a des filles
au-delà de 20 ans, 22 ans et 23 ans. Et ça déjà, c'est le lycée, le campus déjà. Le campus déjà. Et on peut s'organiser. Bien sûr. Toujours à l'écoute de Radio Djena, dans Djena Sport, Franco Rokoti et Demati Poué en studio. On évoque la version masculine maintenant. C'est Massi de Sokodi en rouge, les yeux rouges. C'est Massi à 90 minutes du maintien ou de la D2. Et Demati Poué. Je pense que la couleur phare de ces Massi lui colle vraiment à la peau cette saison parce qu'ils sont vraiment dans le rouge. Et ça sera compliqué pour moi. Cette dernière journée, sincèrement, j'ai scruté le tableau, les confrontations, les points, les goals d'average, les goals différentiels, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je mise ma pièce sur l'AS Bina, je ne pense pas. Je pense que l'AS Bina va descendre selon moi. Mais c'est Massi, je pense que leur destin en main. Oui, ils ont son destin en main. Oui, l'AS Bina a son destin en main. Ils gagnent, ils sont maintenus. Ils gagnent, ils sont maintenus, mais face à quel club? L'Entente 2. L'Entente 2. Oui, l'Entente 2 est maintenue. Je pense que l'Entente 2 ne fera pas de cadeau à l'AS Bina. Ça, j'en suis sûr. Asco l'a dit, mais on l'a pas vu sur le terrain. Oui, c'est ça. On ne l'a pas vu sur le terrain. Mais quand on passe Semassi, par exemple, je pense que Semassi sera maintenu en première division. Pourquoi, selon vous? Je sais qu'ils seront maintenus en première division parce que les statistiques sont très claires. Semassi gagne, Asco, oui, d'accord. Semassi, Asco il n'y a plus d'enjeu pour Asco. D'accord. Ça, c'est un avantage pour Semassi. Parce que Asco est déjà champion. Asco va vouloir faire tourner. Nous sommes dans une analyse scientifique. Il a fait d'ailleurs face à l'AS Bina. Asco va vouloir faire tourner. Il y a des joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu. Il y a même des gardiens qui n'ont pas eu assez de temps de jeu. Donc 90 minutes. Il y a des joueurs qui n'ont jamais joué, mais qui ont joué l'autre fois. C'est 90 minutes qui feront du bien et qui peut booster une carrière pour certains joueurs. Donc ça, c'est un avantage pour Semassi. Qui a aussi l'avantage psychologique, l'avantage de la volonté d'aller chercher les 3 points. Je pense que ces deux choses mises ensemble peuvent permettre à Asco peut-être de perdre le match, je le dis, et permettre à Semassi tout naturellement de prendre les 3 points. Donc en cela, je pense que c'est plus gérable pour Semassi. Et quand on prend par exemple l'OTR, c'est compliqué. L'OTR talonne Gomido. Et je pense que l'OTR n'est qu'à 2 points de Gomido pour chercher la 3e place. Donc l'OTR aussi a obligation de résultat, si on peut le dire ainsi dans cette analyse-là. Je pense que oui, l'AS Bina, ça sera compliqué pour l'AS Bina, mais c'est Massi, oui c'est Asco, mais Asco n'a plus rien à prouver, ils l'ont déjà fait, et ça peut être un pain béni pour Semassi. Vous faites la même analyse, Franco Rokoti? Non, je ne suis pas dans la même situation, dans la mesure où Semassi n'a pas son destin en main, entre ses mains, donc c'est vrai, si Semassi gagne, il faut attendre. Il faut que les autres ne gagnent pas. Une mauvaise performance de l'AS Bina et puis de Kakad. Non, mais Semassi est devant Kakad. Oui. Si Semassi gagne, il faut que l'AS Bina ne gagne pas. Voilà. Mais moi, je dis que Semassi ne devait pas arriver à ces calculs-là. Parce qu'il restait 4 journées. Semassi a 3 matchs à domicile. Et face à l'AS Bina, un adversaire direct. Face à Kakad, un adversaire direct. À domicile. C'est compliqué. Et Semassi n'a pas pu prendre les points là-bas et venir jusqu'à la dernière journée affronter le champion en titre. Le champion, c'est vrai, parce que oui, on va faire ce qu'on appelle tournoi. Mais ces joueurs qui avaient évolué contre l'AS Bina cherchent également des places. Parce qu'ils se disent, mais je n'ai pas eu la chance d'évoluer toute la saison. Je n'ai pas eu la chance de gagner contre l'AS Bina. Et on me positionne encore aujourd'hui. Face à Semassi. Alors que c'est une opportunité pour ces joueurs de se faire voir. De tirer sur le corbillard. Et ne pas se mettre sur la liste de départ la saison prochaine pour la Ligue des Champions et tout ça. C'est une visibilité pour ces joueurs. Donc, ils vont se dire, mais attention, pour cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire chose. La psychologie inversée. Donc là, par exemple, ça sera compliqué pour Semassi. Maintenant, Semassi est à domicile. Même si on n'a pas ses destins, donc entre les mains,
il va falloir au moins gagner. Il y a faire plaisir aux supporters parce que le pourcentage de chance de se mettre que les joueurs devant leur public en ce moment ne doivent pas badiner, ils doivent jouer à fond. Donc ça sera un match difficile pour les deux équipes parce que de l'autre côté aussi, les nouveaux joueurs d'Asco qui seront alignés vont se dire qu'ils vont se faire voir. Et également, de l'autre côté, c'est Massy devant le public. Maintenant, prendre au moins les 3 points en attendant que... Espérant justement un faux pas de l'autre côté. Alors que l'AS Bina, avec justement cette dynamique, ça sera très compliqué. Surtout que vous savez que lorsqu'il restait 6 journées, on a changé de coach et que le coach là est venu pour jouer le rôle de sapeur-pompier. Jules Koudjodji qui est en train de faire un très bon travail et aujourd'hui l'équipe qui a son destin en main pour être maintenue, c'est l'AS Bina. Il faut juste gagner 1-0 comme ils ont su le faire face à Bikedi, comme ils ont su le faire face à Asco de Kara, surtout quand on gagne Asco. Rien, normalement, ne peut plus arrêter les cornes. Normalement, rien ne devrait plus les arrêter. Il faut qu'ils restent sur cette bonne dynamique de ces 2 dernières journées pour pouvoir aller chercher les 3 points. Mais maintenant, ça sera compliqué. Parce que la dernière journée, il y a aussi... L'enjeu risque de prendre le pas sur le jeu. L'enjeu risque d'être même extra sportif. On s'en souvient, cette histoire entre Bikenti et Maranatha. Je pense que cette 30e journée, la FTF doit vraiment faire attention. La FTF doit vraiment écarquiller les yeux. Oui, est-ce qu'elle ne le faisait pas avant? Oui, mais il faut le faire davantage. Parce que je pense que cette 30e journée risque d'être même jouée à l'extra sportif. Ça ne va pas se limiter sur les 90 minutes qu'on verra sur le terrain. C'est-à-dire que voilà... il y aura des arrangements, il faut le dire clairement. Il y a des clubs qui vont peut-être passer aux arrangements. Et ça sera vraiment du mal et la fédération doit faire quoi dans ça? Je pense que la fédération... si par exemple Asco décide d'aligner son équipe C, la fédération va demander à Asco pourquoi vous le faites ou comment? Ce n'est pas forcément cela. Mais je ne parle pas non plus du fait que cette 30e journée sera des matchs truqués. Je n'ai pas dit ça. Mais ça va se jouer aussi à l'extra sportif. Même la première journée aussi peut se jouer à l'extra sportif, on le sait. Mais la 30e journée, je pense que la fédération doit mettre des garde-fous. Il faut mettre des garde-fous. L'arbitrage, il faut vraiment surveiller l'arbitrage. Il faut vraiment surveiller le comportement même des joueurs sur le terrain. Je pense que c'est des choses aujourd'hui qui concourent vers la professionnalisation. Ça fait appel à l'éthique. Oui, effectivement, ça fait appel à l'éthique. Il va falloir rester dans de bonnes normes pour jouer ces matchs-là. Et comme il le dit, la FTF a un rôle crucial à jouer dans ces matchs. D'abord, programmer ces matchs à la même heure. Déjà, d'aucuns pensent que c'est mal parti parce qu'il y a un match qui est décalé alors que ce match-là n'est pas normal. Aussi n'est pas par exemple, n'est pas tiré d'affaire. Oui, parce que le goal d'average, et Djumbe peut tomber. Djumbe peut tomber, voilà. Donc là, oui. Si par exemple, Semassi gagne et que Doumbé perd, Semassi sera devant Doumbé. Exact. Effectivement. Donc là, il faut programmer les matchs là à la même heure. C'est très important. C'est là où il faut veiller justement à ce que les choses se passent très bien. Donc au niveau de ces matchs-là, la fédération a un rôle important donc à jouer au niveau de ces matchs, la programmation, l'arbitrage, sans oublier également les commissaires de match. Exact. Et aussi au-delà de ça, on a... Bon, quand vous parlez des commissaires de match, vous parlez de la fédération. Oui. C'est eux qui représentent la fédération. Oui. Voilà. Donc, et au-delà, on a souvent des gens de sécurité également. Et par rapport donc à ces matchs, parce que il faut voir les supporters sur la sécurité. Elle est importante. Elle est très importante. Et comme il a dit tout à l'heure, voir également ces joueurs pour éviter les jeux dangereux et tout ça. Donc cela veut dire également que l'ambulance... on se souvient de ce match-là à la Coupe du Monde. C'est Corée du Sud qui l'a... Où voilà, deux équipes qui se sont arrêtées de jouer. Parce que un match nul qualifiait les deux. Les deux équipes. Il y a eu des matchs comme ça, pas seulement donc, à la Coupe du Monde. Donc beaucoup de choses
de toutes les façons, ce n'est pas moi qui suis ici qui vais dire ces choses-là à la fédération, parce que la fédération voit déjà clair dans tout ça. Mais si elle se laisse faire, ça ne sera plus les clubs qui seront embêtés dans cette situation, mais plutôt ça sera la Fédération togolaise de football, outre Semassi et les autres. Quelles sont selon vous les déceptions de cette saison? Idem. Ma première déception reste Semassi. Parce que je l'ai sorti du lot déjà. Outre Semassi et ses amis de la zone rouge, voilà. Quelles sont les autres déceptions? Je pense que hormis Semassi, les clubs qui sont dans la zone rouge sont à leur place. Je pense qu'ils sont à leur place sans enlever en rien le travail de fond qu'ils ont fait. Dito est à sa place? Oui, pour moi, Dito est clairement à sa place. Dito n'a pas été oui, pour moi, Dito n'est pas une déception en rapport avec le projet qu'ils ont pris pour commencer le championnat. Pour moi, c'était mort d'avance. Et je ne suis pas surpris de voir Dito. Surpris par rapport au renom du club, au vécu du club, d'accord. Mais pour le projet qu'ils ont présenté pour cette D1 Lonato 2023, c'est le résultat que ça peut donner. C'est le résultat. Les civils qui prennent le football comme un métier contre des militaires qui ont déjà leur métier, qui est de sauvegarder l'intégrité nationale, c'est le jour et la nuit. Ça ne peut pas marcher. Franck? Peut-être que je vais vous étonner, mais la déception pour moi, c'est Gomido. Gomido est troisième. Avant la dernière journée, ils sont troisième. Hein? Oui, ils étaient bien partis. Déjà, après 5 journées, Gomido était dans une bonne position. Bon, souvent, c'est comme ça que Gomido part. Oui, mais pour cette saison, ils ont recruté Abalo Dossé qui a fait des saisons époustouflantes au niveau de l'ASCO de Kara. Champion du Togo avec ASCO. Voilà, donc avec la sélection également, Abalo Dossé et tout ça. Ouais. Et au niveau de la communication, oui, Abalo Dossé est arrivé, donc on va faire quelque chose et tout ça. Donc après... La communication, c'est lui, hein. Ce n'est plus Abalo Dossé, voilà. mais au-delà également, bon, on se disait que puisque ASCO a connu une saison difficile au niveau de la Ligue des Champions, peut-être que moralement ils sont un peu dedans. Donc on se disait que la SCK va prendre le devant de l'ASCO de Kara, Gomido qui arrive, la SO Terre, tout ça. Finalement, les 3 clubs là, ASCK, Gomido et puis l'OTR n'ont pas pu faire le travail qu'il faut. Donc je pense également qu'il ne faut pas laisser toujours un club repartir avec le trophée. Donc il faut travailler pour arriver également au niveau de ce club-là. Puisque lorsque vous arrivez à ce niveau, le club va essayer donc de rehausser également son niveau pour les joutes internationales. Mais la communication, puisque vous l'évoquez, la communication aujourd'hui couvre Gomido. Gomido a bien dit à l'arrivée d'Abalo Dossé qu'il ne joue pas le titre, qu'il est là pour justement former un groupe. Il a signé 3 saisons et c'est justement un projet. C'est bien ça. Effectivement, je comprends bien l'analyse très pertinente d'ailleurs, parce que oui, Gomido était bien parti pour peut-être finir, parce que Gomido a joué sur les 3 tableaux, la Coupe du Togo, la Coupe de l'Indépendance et le championnat. Gomido était bien placé. Gomido avait même un avantage de 5 à 6 points sur ASCO. Après 6 journées à un moment donné, et tout était peut-être fait pour que Gomido passe. Mais je vais le dire, les armes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, Abalo Dossé ne l'a jamais caché. Et il faut, je pense, saluer même la venue d'Abalo Dossé, parce que c'est des jeunes joueurs, beaucoup sont à leur première expérience sur le championnat. Ce n'est pas une excuse, mais ça pèse dans la balance. Et autre facteur, c'est par rapport aux missions qui a été assignées à Abalo Dossé. Je ne suis pas mieux placé parce que c'est lui, mais étant proche du club, je sais à peu près, par rapport même à sa signature, ce qui a été dit sur les médias, c'est de finir dans la première moitié de tableau. Ça, c'est l'objectif. Deuxième chose, promouvoir la jeunesse plutôt. Et troisième chose, gagner les 3 matchs sur 5. C'est-à-dire avoir 12 points sur les 16 ou les 17 possibles. Je pense aujourd'hui que même lors de la dernière rencontre, Abalo Dossé a dit que
clairement au-dessus des attentes. Je pense que oui, d'une part, c'est une satisfaction d'avoir atteint les objectifs, mais je peux rejoindre Franck en disant qu'il pouvait rêver au-delà. Oui. Aller au-delà. Voilà peut-être ce qu'on dira, l'autre déception, parce que là, ils ont dit à ces Barracuda, cette année, nous allons titiller le haut niveau, nous allons déjouer les pronostics, nous allons prendre la place des deux clubs de la COSA. Ça n'a pas été le cas. Je veux parler de l'AC et Barracuda, toujours à l'écoute de Radio Djena. On va évoquer maintenant les éperviers du Togo, un staff. Quel staff? Beaucoup souhaiteraient voir un local, sinon des locaux à la tête des éperviers du Togo. Vous pensez que c'est ce qu'il faut en ce moment pour le Togo, pour les éperviers, Franck Orokoti? Oui, j'étais avec ceux qui également pensaient, ou bien pensent, qu'on donne justement cette sélection donc, aux techniciens locaux. Et justement, et puis les gens... Vous parlez au passé, hein? Oui, j'étais avec ceux qui pensent justement, donc parce que après ils ont fait de la composition un peu donc de ce staff. On a mis Albalo, on a mis Kader, on a mis justement Nibombé Daré comme le principal. Et à un moment donné, je me suis dit, dans cette situation où on est actuellement avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dernièrement c'est Chérif Touré qui est rentré dedans et tout ça, alors que notre sélection est en train donc de passer un moment difficile, et si on remettait cette sélection justement aux techniciens locaux, est-ce qu'on ne va pas vivre ou bien continuer à vivre ce que nous avons actuellement sur les réseaux sociaux, notamment ces coups et tout ça? Autrement dit, si on remettait la sélection aux réseaux sociaux, c'est ça? Oui, c'est-à-dire à Nibombé Daré par exemple, parce que en temps, peut-être que je vais revenir un peu en arrière, il y a eu des collisions déjà entre Nibombé Daré et Cheyi Emmanuel Adebayor lorsqu'ils étaient en sélection. Ça, c'est quand ils étaient en activité. En activité, en sélection. Et peut-être Chérif Touré ou bien Kader et tout ça. Donc, lorsque ça sera le cas, on remet par exemple la sélection à Nibombé Daré. Est-ce que Emmanuel Adebayor ne sera pas derrière sa caméra pour essayer donc de flasher justement Daré et tout ça? Est-ce que Daré, puisque étant togolais et tout ça, n'aura pas également son groupe pour répondre justement à Emmanuel Adebayor et tout ça? Kader qui se trouve également dans la sélection, on sait déjà comment ceux qui sont proches également de Kader répondent également à Emmanuel Adebayor. Donc est-ce qu'il n'y aura pas ce clash-là? Donc il sera maintenant un clash national. Alors que lorsque Douarté était là, dans cette configuration où Emmanuel Adebayor parlait, il a parlé également de Douarté, on n'a pas véritablement senti justement cette réactivité ou bien cette réponse au niveau de Douarté, ou bien un clan de Douarté répondre justement à Emmanuel Adebayor. Il a fait fi. Il a fait fi. Il a oublié complètement que effectivement il y a eu une sortie donc d'Emmanuel Adebayor. Et là, ça a permis une sérénité au niveau de la sélection et tout ça. Maintenant, je me dis, écoutez, si c'est ça, là, pour le moment, on n'a pas besoin, dans cette situation, dans cette configuration, on n'a pas besoin des techniciens locaux à la tête de la sélection. Parce que ça va agir. Il faut un neutre, c'est ça. Il faut un Français, un étranger, justement, un étranger, donc à la tête donc, de cette sélection pour garder justement cette... Mais Paulo Duarte, c'était aussi un étranger. Hein, oui, c'est pour cela qu'il était chahuté quand même. Pour garder au moins cette sérénité autour des éperviers. Autour des éperviers. Mais au-delà, il faut comprendre également qu'avec les nationaux qu'on a connus, on a parlé donc de la mauvaise gestion non seulement du groupe, mais au niveau des finances et tout ça. Mais depuis que Claude Leroy et Duarte étaient venus, on n'a plus senti... Il y a eu moins de bruit. Il y a eu moins de bruit. Donc là, on peut continuer sur cette dynamique-là. Sauf que c'est les résultats qui a manqué. Voilà. Vous pensez quoi? Il faut peut-être, on reste dans la même configuration comme Franck. On prend toujours les entraîneurs étrangers, où on revient aux locaux, parce que le Togo a expérimenté les locaux. Ça a marché pour certains, ça n'a pas marché pour d'autres. On fait quoi concrètement?
Je pense que l'analyse de Franck tient sous l'angle émotionnel, mais sous l'angle des résultats, je pense que un entraîneur local fera l'affaire. Sur l'angle des résultats? Oui, sur l'angle des résultats, un entraîneur local fera l'affaire. Je suis d'accord avec lui dans le sens où, aujourd'hui, quand les réseaux sociaux entrent en jeu, la raison n'a plus sa place. Et c'est ce qu'on vit actuellement. La raison n'a plus sa place. Il y a trop d'émotions. Il y a trop d'égarements également. Et en cela, oui, ça peut causer du tort à la sélection. Ça peut engendrer une guerre clanique. Mais quand on va pragmatiquement sur les résultats, on a beau expérimenter l'extérieur, je pense que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et quand vous parlez justement des réseaux sociaux, il y a quand même des locaux qui font fi aussi des réseaux sociaux. Exact. Et je vais peut-être choquer plus d'un. C'est ceux qui travaillent qui sont plus silencieux. Ceux qui veulent travailler pour ce pays sont silencieux. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas le faire se couvrent à travers les rumeurs, les émotions des réseaux sociaux. Ceux qui veulent travailler aujourd'hui le font. Et ils sont dans l'ombre. Aujourd'hui, justement, Kader est dans la sélection. Si tu me le permets, Kader est dans la sélection. Kader ne fait pas forcément des sorties aussi hasardeuses, même sur les réseaux. On ne le voit pas. On a vu, quand on prend le Cameroun par exemple, on a vu ce qui s'est passé entre Mouel Kombi et Samuel Eto'o. À aucun moment, les deux ne sont arrêtés sur les réseaux sociaux pour faire de direct ou du live. Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent. Il peut y avoir des hicks à un moment donné, mais on passe. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut peut-être la liste qu'ils ont faite, la hiérarchie d'Arré, Abalo, Kader et tout. Moi je ne suis pas forcément de cette configuration, mais ce que je sais c'est qu'il faut vraiment trouver des entraîneurs locaux. On a les qualifications déjà. Oui, Daré est une bonne option. Il a cette qualification. Il a joué pour cette sélection. Et psychologiquement, ça peut amener de l'union. Parce qu'il y a une désolidarité entre la sélection et le public. Avoir peut-être ses frères sang, comme le disent les Ivoiriens, avoir son frère sang sur le banc peut aussi calmer les ardeurs dans les performances. Parce que quand on voit le vécu entre l'Afrique et l'extérieur, quand l'extérieur revient toujours, il n'y a pas de résultat, l'Africain n'est pas vraiment dans sa peau. Et quand on prend des Africains qui sont sur le continent, qui travaillent pour leur nation, je pense que oui, ça peut aller. Les exemples pilulent aujourd'hui. La preuve de votre ami, Hermès Faye est là. Alors vous avez parlé des clans. Aujourd'hui, des gens ont cité des noms. Vous parlez de Daré, même s'il a des clans, on ne le voit pas directement devant. Kader, même s'il a des clans, on ne le voit pas devant. Alors, Abalo Dossé, lui, il a quel clan, par exemple? Non, Abalo Dossé... Parce que son nom revient également. Non, écoute, j'ai travaillé longtemps avec Abalo Dossé. C'est quelqu'un qui est charismatique. C'est quelqu'un qui ne parle jamais. Et après le travail, il se réfugie donc dans sa chambre. Donc, difficile d'avoir d'ailleurs une telle personne, avoir un groupe, parce qu'il se retrouve pratiquement seul. Donc, il ne pense que à son boulot, ce qu'il va faire sur le terrain avec ses joueurs, et puis ça s'arrête là. C'est vrai qu'il est ouvert également aux discussions lorsque vous avez des remarques à faire et tout ça. Donc, chaque fois, je suis avec lui et puis on parle, on cause. Et à partir de là, tu sens que c'est quelqu'un qui maîtrise sa matière. Il sait là où il va et il connaît un peu, c'est-à-dire les deux cultures. C'est-à-dire que les joueurs qui évoluent ici, parce que lui-même, il était joueur localement ici, donc avant de partir. Donc, il connaît les mentalités, il connaît comment ça se passe dans leur maison et tout ça. Donc, il sait là où il peut déposer. Voilà. Donc, je me dis que lui, il n'a pas donc de groupe, mais au-delà... Peut-être son groupe, c'est toi. Il faut dire qu'il a fait Asco. Puisque c'est il était arrivé avec Claude Leroy. Donc, en même temps, avec Claude Leroy, il n'a pas pu s'affermir. Donc, il est parti à Asco. Asco, il a gagné des cœurs et tout ça. Donc, à Gomido, il a gagné également des cœurs. Donc, cela veut dire que déjà, les cœurs au niveau de Asco, les cœurs au niveau... Ça peut également être... Ça a forgé l'homme.
Ça peut également être un groupe derrière justement cette personne-là. Donc je me dis que oui, il a parlé que les expatriés n'ont pas connu des résultats. Oui. Je dis, ça fait longtemps. Hein? Oui, Didier Six, par exemple, en 2013, c'est la première fois qu'on a joué les quarts de finale. Oui. Donc aujourd'hui, celui qui a fait mieux, c'est un expatrié, c'est pas un local. Et même à un moment donné, celui qui a qualifié justement le Togo pour la Coupe du Monde. Feu Stéphane Keshi. Oui, c'est un étranger également. Mais n'oubliez pas que Abalo Dossé aussi a un résultat avec le Togo. Exact. Abalo Dossé a qualifié le Togo pour les CHAN. Pour son premier CHAN. De l'histoire du Togo. Grâce à lui, Asco est rentré dans une phase de poule historique également pour le Togo. Oui, c'est 2 poids 2 mesures. Quand on parle de sélection, on est d'accord que l'extérieur a fait plus de résultats que le local, mais c'est dépassé. C'est dépassé. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre configuration du football. On a des personnes qui veulent travailler, qui ont fait des études mais je pense que c'est le moment de leur donner la chance. Oui. Peut-être que ça ne marchera pas directement parce qu'on n'est plus patient. Le supporter togolais n'est plus patient parce que ça fait des nombres d'années d'une dizaine. La patience n'y est plus. Maintenant, il faut trouver des solutions palliatives. Duarte, la solution palliative n'a pas marché. Il faut revenir sur les bases. Alors, justement, vous avez cité des noms. Vous avez parlé de Didier Six, vous avez parlé de Stéphane Keshi. C'était expérience zéro avant d'arriver au Togo. Oui. Alors, pourquoi on ne peut pas aussi donner la chance aux locaux? Oui, il faut dire qu'en ce moment, l'équipe était bien préparée. Quand vous prenez Didier Six, par exemple, l'équipe était déjà en place. Quand on voit comment il a pris justement la sélection, il y avait déjà un travail qui a été fait par Tchanele Tchakala, comme on dise. Vous parlez donc vous parlez des palmarès au niveau des locaux. Tchanele Tchakala en a fait avec justement remportant justement la coupe de l'UFOA. Ils sont nombreux. Il y a Tchanele Bana également qui a fait un travail. Des résultats. Je pense que oui, mais est-ce que sans oublier Kodovi Maona, voilà. L'équipe que nous avons actuellement, est-ce que l'équipe est déjà en place? Est-ce qu'il y a un travail? Donc on pense que le Togo a des joueurs. On a des joueurs, on parle d'équipe. On a des joueurs par rapport à 2005. 2005, on n'avait pas des joueurs qui évoluent dans de grandes formations. C'était un groupe. Franchement, il y avait une communion entre ces joueurs-là et ces joueurs se connaissaient depuis. Et c'est, je dirais, l'assemblage de 3-4 générations qui étaient regroupées donc en ce moment en 2005. Donc, je pense que aujourd'hui, oui, des joueurs, mais au-delà, il faut trouver des gens qui puissent maîtriser justement ces joueurs-là. Et quand vous parlez de ces gens-là, le discours maintenant véhiculé doit changer. Quand vous parlez de ces gens-là, vous avez des pistes, vous avez des noms? Non, écoutez, moi aujourd'hui, oui, j'étais avec ceux qui pensent qu'un local, mais par rapport donc à cette configuration, vous avez changé de. Je me suis dit, non, on attend d'abord, d'accord, qu'on mette en place justement une équipe et après on fera appel à Daré justement qui a un très grand diplôme, mais sur le plan expérience. Sur le plan expérience, Abalo Dossé passe devant, c'est ça? Mais on sait que Daré a l'UFA Pro. Ce n'est pas le cas pour Abalo qui a l'UFA A. C'est bien cela? Exact. Mais l'UFA A et l'UFA Pro peuvent être sur le banc. Oui, les deux peuvent être sur le banc. Sur le plan expérience, sur le plan psychologique des supporters togolais, Abalo Dossé passe devant. Parce qu'Abalo Dossé a déjà un vécu en tant que sélectionneur de la sélection locale. Il a déjà été critiqué et lui aussi il a déjà critiqué les gens. Voilà. Exact. Donc il a un corps qui est solide. C'est ça. Il est solide aujourd'hui en termes d'expérience, il est solide. Mais en termes de management d'un autre niveau, je pense que Daré peut passer. Daré passe d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, il est plus aussi dans le consulting avec la FIFA. Il est plus entre des pays pour des formations en coaching. Je pense que oui, c'est une très bonne chose. Maintenant, entre Abalo Dossé et Daré qui mettent devant,
C'est ça le problème. Mais en termes d'expérience, je pense que oui, Abaloudoussé passe. Mais en termes de visibilité pour la qualité du travail qui est fait avec le diplôme, oui, Daré peut passer devant. Maintenant, donc, et il peut former une paire. Une paire, sauf qu'il y a un souci. Il y a Kader qui est au milieu. Kader a un contrat qui court. Un contrat avec la sélection locale. La sélection locale. Et aussi avec la sélection locale, étant adjoint c'était du sélectionneur qui arrive. On accepte quand même 2 adjoints. Donc cela veut dire que oui, s'il y a un principal déjà, on peut avoir 2 adjoints. Daré sélectionneur, Abaloudoussé premier adjoint, ou Abaloudoussé sélectionneur, Daré premier adjoint. Oui, je pense que ça sera compliqué si on va dans cette configuration. Parce que si on va dans ces calculs, ça veut dire que le conflit d'intérêts rentre déjà en jeu. Quand on va dans cette considération, c'est que c'est le conflit d'intérêts. Je dois être à cette place. Mais si ces coachs aiment vraiment ce pays, je pense qu'en 5 minutes, ils peuvent faire ça. Tu es venu pour la nation. Tu es conscient que celui-là est devant, même si tu occupes une place avant lui. Mais si tu as un amour pour ce pays, je pense qu'en 5 minutes, même en 5 minutes, il peut faire des états généraux et passer à l'essentiel. Latif, il a parlé de conflit tout à l'heure entre les locaux. Donc, vous comprenez. Justement, ça suppose. Et puis, vous avez parlé de les mettre ensemble. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Où voilà, il y a des généraux qui sont sur les réseaux sociaux également, qui peuvent également être des catalyseurs positifs ou des catalyseurs négatifs. C'est ça aussi, peut-être le prolongement du débat, ce sera dans nos prochaines émissions. Merci donc à vous, Franco Rokoti, merci. C'est un plaisir. Merci Edema Tipou. Merci Latif. Oui, mon ami d'Abidjan, voilà, de Yopougon et autres. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je suis Latif Yorouma. On se prend rendez-vous pour le mercredi prochain où on aura forcément un autre pan de l'actualité. Bye bye.